bonjour. Évidemment, avec cette question un peu provocatrice et impossible à résoudre finalement, j'ai voulu au moins vous sensibiliser au fait que c'était un sujet complexe et qui va largement dépasser, très très largement dépasser le cadre des SVT. Alors on voit sur cette première diapositive une petite carte du monde, avec, on la voit un peu mal parce que c'est quand même un tout petit pays, notre France en rouge foncé. Notre France est en rouge foncé sur cette sur cette carte du monde, parce qu'elle est championne du monde des craintes vis-à-vis des vaccins. Et l'actualité nous rejoint puisque la semaine dernière, une ONG anglaise qui s'appelle Wellcome a de nouveau publié une enquête mondiale sur 144 pays où nous sommes toujours en tête des pays où les gens ont le plus peur des vaccins. En fait, très exactement, 33% des Français pensent que les vaccins ne sont pas sûrs. Voilà, donc pensez qu'avec une petite expérience sur des poules, on va convaincre et ramener les gens vers un peu plus de raison, je pense que ce serait très naïf. Donc je vais vous parler un petit peu, je vais vous montrer quelques images et quelques mots qui font partie du paysage dans ce monde que j'appelle un peu rapidement des antivax. Antivax que je définirai puisque ce terme peut choquer un peu. Et puis je vais dérouler des jalons historiques pour vous montrer que contrairement à ce qu'on peut penser et qu'on dit partout, ce n'est pas Internet qui a développé le sentiment anti-vaccin. Bien sûr, Internet l'a amplifié, mais ce n'est pas du tout une nouveauté liée à Internet. Et puis, en prenant un petit peu une typologie des oppositions et des craintes, on verra qu'à chaque fois, les SVT ont un rôle à jouer, mineur ou majeur. Et on terminera par une question subsidiaire. Peut-on lutter contre cette exception culturelle à la française ? Donc en 1980, la revue de l'OMS, World Health, a déclaré la variole morte. En fait, c'est la seule maladie qui n'a jamais été éradiquée de la surface du globe. Le virus existe encore dans 2 congélateurs dans le monde. On nous dit régulièrement qu'il pourrait ressortir pour je ne sais quelle guerre mondiale, bactériologique. Why not? Moi, j'ai coutume de dire à mes élèves que les vieux s'en sortiront et les jeunes mourront tous, puisque les vieux dont je fais partie dans cette salle, nous sommes tous vaccinés contre la variole, les autres ne le sont pas. Voilà. Mais les pays, la plupart des pays, dont la France, ont en réserve des vaccins apparemment pour nous sauver d'une éventuelle nouvelle épidémie de variole. En tout cas, la variole a été éradiquée par la vaccination. C'est une affirmation qu'on peut donner, qui est malheureusement contredite sur certains réseaux sociaux. Mais bon. Enfin, non pas que la variole est éradiquée, mais que la vaccination a eu un rôle à y jouer. Cette diapositive veut aussi illustrer la catastrophe qu'était cette maladie. Donc voilà le dernier cas mondial de la variole, 1978. C'est un Somalien, c'est le dernier varioleux du monde. Et je vous ai rappelé ici que des tas de personnes historiques, là c'est Mirabeau, étaient totalement défigurées par cette... Bon, ça se voit très mal sur cette peinture, mais il est complètement vérolé. Il a le visage et l'ensemble du corps parsemé de cicatrices. J'ai voulu aussi évoquer sur cette diapositive d'entrée le côté évidemment totalement, je dirais même pas religieux, enfin irrationnel, lié au fait que dans tous les pays du monde pratiquement il y avait des déesses ou des dieux de la variole qui pouvaient soit apporter la variole, soit la guérir d'ailleurs. Donc ici on voit la déesse Sopona, le dieu Sopona, pardon, qui est un dieu Yoruba en Afrique, qui en fait a un rôle à jouer quand le soleil est chaud et qui est une manifestation erratique de la maladie. Et puis la déesse Chitala, dont les routes indiennes sont coutumières, puisqu'en fait il y a beaucoup de petits autels à la déesse Chitala le long des routes en Inde, toujours actuellement. Déesse qui est tenue responsable de l'épidémie et évidemment qui est seule capable de nous en prévenir. Bon, voilà des représentations positives de la vaccination. Il y en a eu, toujours, il y en a toujours. Donc on peut citer des poèmes. Alors au XVIIIe siècle, dans les salons, l'inoculation, c'est-à-dire l'ancêtre de la vaccination que je vais vous présenter juste après, l'inoculation était très tendance. Tellement tendance qu'on la représentait sur les coiffes, qu'on appelait des poufs. Donc voilà ce qu'on appelle un pouf à l'inoculation. Bon, il y a des symboles, il y a un petit serpent, ça ne se voit pas très bien. Toujours est-il que cette coiffure s'appelle un pouf à l'inoculation et que donc c'était une sorte
une façon de montrer qu'on soutenait cette nouvelle pratique très à la mode dans certains salons. Donc elle était chantée, elle était louée, il y avait des frontispices qui la représentaient. Bon, après, il y a différentes étapes que vous connaissez tous, hein. On va passer par Pasteur, on va passer par les vaccinations à la chaîne aux États-Unis contre la polio, quand cette maladie a été enfin vaincue par un vaccin. Il paraît que les cloches ont sonné dans tous les États-Unis. C'était une victoire énorme. Tout le monde connaissait des victimes de la polio, donc c'était vécu comme une énorme victoire. Et puis vous connaissez évidemment tous le sourire de Madame Bachelot, qui a voulu montrer ici que ça faisait pas mal de se faire vacciner, qu'on ne prenait aucun risque. Et en plus, elle avait ajouté qu'elle le faisait pour protéger son garçon, son petit-fils, pardon, de la grippe 2009. Bon, voilà, différentes images qui nous montrent des représentations positives. Dans les temps plus anciens, en particulier au XIXe siècle, les caricatures ont été le mode d'expression systématique des oppositions historiques, des oppositions à la vaccination. Un des mythes étant, qui était assez peu partagé dans la population, qui était évidemment caricatural, ce qu'on appelait le mythe de la minotorisation, lié au fait qu'on utilisait du matériel de vaccine, donc de vache, le risque que des petites cornes de vache poussent sur la tête des humains vaccinés. Voilà, donc ça c'était très, très, très courant. Et puis toujours le mythe de la vache, une espèce de version colorée d'un frontispice d'un ouvrage très, très anti-vaccin, dirigé contre Jenner pratiquement en personne, par M. Rowley, qu'on verra tout à l'heure. Donc cette vache reçoit des petits-enfants en pâture et en voilà, enfin je ne dirai pas ce qu'elle en fait. Et si on regarde de près ce petit garçon, là, il est évidemment complètement défiguré. Il est passé par la vaccine et le fait d'être passé par la vache l'a transformé en monstre. Voilà. Et puis Pasteur a été caricaturé des dizaines de fois, surtout sous son aspect vivisectionniste, qui était complètement confondu à l'époque avec son aspect vaccinateur. À chaque fois, dans ses mémoires, on trouve les anti-vaccinateurs et les anti-vivisectionnistes. Ils étaient toujours dans le même sac, et c'était les méchants contre Pasteur. Donc voilà la communication contemporaine, donc qui va en fait toujours tourner autour du profit, du poison, du complot, du crime, ou alors, comme le dit notre ministre, des bobards. Donc j'ai bien aimé son histoire de parler plutôt de bobards que de fake news. Donc quand on dit à des élèves, alors bobard c'est peut-être un petit peu suranné, mais voilà, fake news ça donne un statut que finalement les adolescents aiment bien. Mais je trouve que le bobard est un peu plus... Ça peut être assez marrant d'utiliser. Donc par exemple, le vaccin contre la grippe peut donner la grippe. Voilà, c'est quelque chose que énormément de Français pensent, y compris plus de la moitié des infirmières. Je ne veux pas cibler, enfin, particulièrement cibler, mais il y a quelque chose dans leur formation d'un peu étonnant, puisqu'elles se vaccinent très peu en France. Elles se vaccinent par exemple à 20% contre la grippe, et plusieurs enquêtes ont montré qu'elles croient à plus de la moitié que le vaccin de la grippe donne la grippe. Voilà. Donc, vous voyez ici des choses qui ont même été comment dire, il y a eu un procès parce que quelqu'un a détourné l'image d'un bébé pour en faire un bébé mort suite à une vaccination contre un vaccin hexavalent. En fait, simplement, un père de famille avait mis sur le net cette photo qui a été détournée. En Australie, il y a eu un énorme procès pour quand même ne pas faire mourir ce pauvre bébé. Voilà. Vaccin, on nous aurait menti, la République des vaccins, le pacte de Macron, voilà, on est quand même souvent dans un registre assez complotiste. Donc le contexte général de ce thème, de cette présentation, c'est quand même aussi de dire qu'il ne faut pas être condescendant. Parce que ça, c'est un problème qu'on va avoir, nous, avec l'idée que c'est simple, qu'on comprend tous les vaccins, et que si on est anti-vaccin, c'est qu'on est idiot. Alors là, c'est vraiment la pire des choses. On ne peut évacuer le problème en disant que les gens sont idiots, ou les gens sont bêtes, ou n'ont rien compris. En fait, les vaccins ne sont pas des médicaments comme les autres. S'ils ont, depuis le départ, suscité autant de crainte ou de haine, c'est que, par exemple, on n'en éprouve jamais l'efficacité personnellement. Aucun moment, personne d'entre vous n'a pu dire que ce vaccin l'avait sauvé. Parce qu'il ne sait pas s'il aurait eu la maladie, il va rencontrer peut-être jamais de sa vie le germe en question, et il ne sait pas quel type de maladie il aurait eu. Donc c'est toujours un pari, et ce pari n'est pas forcément facile à comprendre et à admettre.
Il y a une autre notion qui est difficile à admettre et à comprendre, et avec les élèves, bien sûr, ça va être important de le dire, mais ça va être difficile, c'est la notion de couverture. La notion de couverture, c'est une notion populationnelle, et donc il faut admettre qu'on se soigne pour aussi soigner les autres. Donc ce geste altruiste, il n'est pas si simple que ça, il n'est pas si intuitif. Et puis il faut accepter un risque, le risque d'un éventuel, très très rare effet néfaste, immédiat, pour se prémunir d'un risque, d'un mal futur très très hypothétique. Donc c'est quand même un cas particulier de vaccin, ce qui peut expliquer que les oppositions existent depuis le début, selon des typologies assez constantes, dues au fait qu'on a une particularité à ce médicament préventif spécifique. Donc en fait, on doit toujours analyser ces peurs en considérant que le raisonnement scientifique des SVT ne peut pas seul expliquer l'affaire. Donc avec l'hypothèse très courante du déficit modèle. Donc vous avez dit anti-vax, je sais que c'est un mot qui, parfois, dans notre titre d'ouvrage que j'ai donc écrit avec un historien, le fil directeur est un fil historique. Ça peut surprendre puisqu'il s'agit le mot est complètement moderne pour expliquer un phénomène qui dure depuis 3 siècles. Donc en fait c'est un mot valise d'origine américaine qui peut être connoté parce qu'on peut lui voir une certaine condescendance qu'on n'a absolument pas voulu donner, qui n'est pas du tout scientifique. Bon, c'est un titre qui évidemment a plu à l'éditeur, c'est un titre un peu provocateur, voilà, qui vaut ce qu'il vaut. En tout cas, il désigne le phénomène contemporain de rejet de la vaccination, mais il va rassembler des oppositions de nature très très différentes. Ça va de la simple crainte des parents totalement légitime par rapport à la première piqûre qu'on va faire à leur petit bébé, avec 8 ou 6 antigènes différents. En général, ça c'est une grosse peur qu'il faut respecter. Donc cette peur, elle va être soit individuelle, soit elle va se véhiculer très vite sur Internet, soit elle va même permettre de former des associations très très puissantes. Et puis on va passer par de la simple peur à des raisonnements complotistes, naturalistes, religieux, qu'on va voir juste après. Et puis en France, un assez fort sentiment anticapitaliste, précisément dirigé contre Big Pharma. Alors dans le monde entier, mais en France, c'est très très marqué. Donc cette crainte s'exprime contre tous les vaccins. C'est quand même rare qu'on ait un rejet en masse de tous les vaccins, c'est seulement dans la sphère des militants. Ou alors, elle se dirige contre 1 ou 2, et là, ça va être très très spécifique des pays. Par exemple, en France, on a peur de l'aluminium. Aux États-Unis, on a peur du mercure. En Angleterre, il y a quelques années, il y a eu une affaire autour du RER. Donc voilà, il y a un peu des craintes pays dépendantes dans un fond qui est mondial dû à la spécificité de cette pratique médicale. Donc il y a un débat complexe en fait qui court dans les médias sur la légitimité de généraliser le terme. Peut-on parler d'antivax en général? Alors historiquement ça a un sens puisque pendant 2 siècles on n'a eu que le vaccin contre la variole. Donc on n'avait pas à se poser de questions. Actuellement il faut quand même plus s'interroger sur, on devrait peut-être raisonner vaccin par vaccin, mais on ne peut pas faire une typologie comme je vais la faire maintenant si on raisonne vaccin par vaccin. Donc c'est un peu compliqué. Donc aux origines de la vaccination, eh bien, on va trouver l'antivaccination dès le départ. Donc je vais vous faire un petit résumé, mais je vais aller très très vite parce que vous connaissez tous ça. Donc la variolisation, c'est l'inoculation de la variole. C'est très très difficile de la dater, mais c'était basé sur l'observation empirique que on a la variole qu'une seule fois. Donc si on réussit à la donner sous une forme un petit peu bénigne, eh bien on va se prémunir d'une forme grave. Donc évidemment, rien du tout d'immunologique là-dedans, rien de lié à la théorie des germes puisqu'elle n'existait pas, mais elle est apportée en Europe par cette dame qui s'appelle Lady Montagu, qui l'a observée dans les rues de Constantinople, enfin à l'époque, et qui a eu osé, ce qui était quand même énorme, de confier ses enfants à une matrone turque qui leur a injecté sous la peau du pus venant d'un varioleux. Et elle a rapporté cette coutume en Europe, à Londres, où sa deuxième fille et après d'autres personnes ont été inoculées. Et puis le personnage ici représenté, c'est Lacondamine, donc un scientifique du XVIIIe siècle typique, c'était à la fois explorateur, astronome et ardent défenseur de l'inoculation en France. Donc là, les premières oppositions venaient évidemment de la religion, mais il serait vraiment faux de penser que la religion était à fond contre. C'était très partagé. Donc bien sûr, il y avait l'idée que cette variolisation, cette inoculation
venait de contrées 100 fois d'Iloire, qu'en plus elle avait le défaut d'être soutenue par Voltaire, et puis bien sûr l'Église catholique en France et ailleurs a bien sûr rappelé que Dieu était maître de notre destin et que les épidémies étaient parfois des châtiments des pécheurs. Mais quand vraiment on a demandé l'avis aux théologiens de la Sorbonne de se positionner, il n'y a pas eu de majorité. Ils n'ont pas tranché. Et en fait, une partie ont dit, ben oui, mais prolonger la vie, ça ne peut pas déplaire à Dieu. Et finalement, globalement, les protestants ont plutôt enfourché ce cheval-là, en particulier aux États-Unis, à Boston. Un fameux pasteur qui s'appelait Cotton Mather a toujours précisé que l'ordre divin était en faveur de l'inoculation, sur l'idée que le bon Dieu nous donnait la raison pour déchiffrer le monde et donc de préserver la vie, don de Dieu. Donc c'est important de penser que la religion n'a pas été l'obscurantisme dont on parle souvent. Cette théologie donc n'a pas permis de trancher, mais le débat s'est déplacé vers la morale. C'est-à-dire que l'inoculateur n'était pas forcément l'anti-Dieu, enfin le Satan, mais était vénal et courtisan, puisque c'était une affaire de sous et une affaire de salon. Donc on est passé vers plutôt des arguments moraux, et puis un déplacement vers la nature, en disant que bien sûr la nature étant œuvre de Dieu, tout est bien sortant des mains de la nature, et tout est mal sortant des mains de l'homme, Jean-Jacques Rousseau, l'Émile. Et là on retrouve Voltaire et Rousseau. C'est très étonnant, ça peut faire l'objet de jolis travaux avec les profs de français. Et là, c'est très très intéressant de voir que c'est à ce moment-là aussi que les statistiques se sont convoquées en médecine, avec la querelle originale que vous avez peut-être vue dans des sites de profs de maths, entre Bernoulli et d'Alembert. Les deux étaient plutôt pro-vaccination, mais ils ont eu des façons de les mettre en évidence assez différentes. C'est-à-dire que Bernoulli a produit des tables, et avec ces tables, il a montré qu'en fait, on pouvait risquer 13 fois plus sa vie avec la variole naturelle qu'avec la variole de l'inoculation. Donc il a fait des calculs de statistiques. D'Alembert a essayé d'être un peu plus nuancé, et d'Alembert en fait a cherché à prendre en compte davantage l'individu, Bernoulli étant sur la statistique de population. Tout ce qui l'intéressait finalement, c'était de voir ce que le roi, l'armée, pouvaient sauver d'hommes en quantité. Alors que d'Alembert s'est dit, oui, mais il ne faut pas comparer le risque immédiat de la vaccination avec le risque à long terme hypothétique. Il ne faut pas non plus négliger le fait qu'un père qui va faire vacciner son enfant va peut-être le tuer, alors que si c'est la variole naturelle, c'est le destin. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même registre. Et donc, en fait, avec des calculs également de statistiques, il a essayé de montrer que ce n'était pas si facile que ça de seulement résoudre à des chiffres cette querelle. L'acte 2, vous connaissez aussi, c'est les fameux Jenner, qui finalement avaient seulement remarqué que les anciens malades de la vaccine étaient réfractaires à la variole, la vaccine donnant des pustules sur le pis des vaches, qui pouvaient se transmettre parfois aux vachères, aux laitières, qui avaient aussi quelques pustules sur le bras, maladie souvent bénigne, la plupart du temps bénigne. Donc au lieu d'utiliser la variole dangereuse, on s'est mis à utiliser la vaccine pour protéger de la variole. Cette pratique de bras à bras, après finalement permettait de se passer des vaches. Donc on immunisait une première personne avec du matériel venant de la vache, et après une seconde à partir du matériel du premier vacciné, etc. etc. D'où la technique de bras à bras, qui a été un énorme problème quand même infectieux, puisqu'il transmettait d'humain à humain d'autres maladies, dont la syphilis. Donc, bon, voilà. Donc on ne peut pas dire qu'on était dans des pratiques très sûres quand même. C'est très difficile d'estimer les effets secondaires, mais ils étaient importants. Donc là est arrivée assez vite une personne dont je vais reparler assez souvent parce que je l'aime beaucoup, c'est un certain Verdet de Lille, qui avait des théories absolument incroyables sur la maladie naturelle, œuvre de Dieu, sacrée, bénéfique, etc. Jusqu'à dire que, par exemple, la variole est une crise sublime et fait de la merveilleuse prévoyance de la nature. Et cette variole, elle doit sortir. Il y avait la théorie de la variole endogène, et si elle ne sort pas, si on l'empêche de sortir par la vaccination, on va créer chez les personnes des maladies bien pires que la variole. Par exemple, on va leur donner une fermentation du cerveau qui va les faire se suicider, etc. etc.
Donc c'est assez extraordinaire. Et il a écrit en particulier le mythe de la... Enfin, il a développé ce qu'on appelle le mythe de la dégénérescence, avec un bouquin qui est écrit ici, La dégénérescence de l'espèce humaine par le vaccin, où il nous dit que l'espèce humaine dégénère. Aux puissantes races des siècles passés a succédé une génération petite, maigre, chétive, chauve, myope, dont le caractère est triste et l'imagination est sèche. Voilà. Donc ce livre a fait un tabac et a beaucoup influencé le XIXe siècle. Oui, le XIXe siècle. Bon, est arrivé Pasteur, un microbiologiste, un chimiste, pas l'inventeur des vaccins, ni l'inventeur même de l'immunologie, mais bon, évidemment qui a fait, comme vous le savez tous, fait faire des progrès techniques assez importants au vaccin, avec le choléra des poules, puis la rage, et puis il savait surtout très très bien médiatiser son affaire, mais il ne se posait aucunement la question de savoir comment ça marche. Très très peu. En fait, il avait deux théories. À la fin de sa vie, il s'est dit, bon, comment ça peut marcher ce truc? Comment je vais essayer de réfléchir là-dessus? Il avait la théorie que peut-être c'était plutôt un épuisement, c'est-à-dire que chez le sujet, si on va épuiser une substance nécessaire au microbe en lui injectant le microbe inactivé. Et donc le vrai microbe ne pourra plus survivre parce qu'il lui manquera un facteur qu'il n'a pas précisé. Et puis tout à fait à la fin, et de façon assez rare à trouver dans ses mémoires, il dit que la vie du microbe, le fait qu'un microbe vive dans l'organisme, ajoute une matière qui nuit à son développement ultérieur. Donc certains se sont dit, ah ben oui, il avait trouvé les anticorps, mais en fait non. Mais voilà, il a eu cette idée-là que le fait de développer un microbe dans l'organisme va nuire au développement ultérieur des autres microbes. Donc voilà des caricatures. Donc ça, c'est la mise en scène de son expérience de Pouilly-le-Fort, que Bruno Latour a appelé ça le théâtre de la preuve. Il avait convoqué tous les journalistes. Il a immunisé 2 lots de moutons avec le vaccin mis au point contre le charbon des moutons. 100% des moutons vaccinés ont résisté à une inoculation du bacille et 100% des autres sont morts. Voilà, donc une preuve absolue, médiatisée. Tous les journalistes de Paris étaient là. On peut appeler ça en effet le théâtre de la preuve. Dans un bouquin que je vous conseille qui s'appelle Guerre et paix des microbes, que vous connaissez peut-être, de Latour. Il en parle beaucoup. Donc Pasteur à lui-même cristallise sur sa personne des oppositions multiples. Des critiques ad hominem évidentes. Pasteur était soupçonné d'être autoritaire, conservateur, anti-républicain, catholique, vivisectionniste, orgueilleux, etc. La totale, et aussi chimiste financier. Donc l'argument de l'argent était assez souvent utilisé. Dans les mêmes années, sa théorie a été très très critiquée, avec ce qu'on appelait en balance avec ce qu'on appelait la théorie panspermiste. Les microbes sont partout, et ça, cette théorie que finalement les microbes sont partout, mais c'est l'individu qui est fragile, est très très à la base du courant actuel de dire que finalement c'est le terrain qui fait tout, et très très développé actuellement quand vous entendez des gens qui disent mais non, mais de toute façon moi je vais bien, je suis bien nourri, je suis en pleine forme, je suis riche, donc j'aurai pas de maladie. Donc une vision un peu naïve où le microbe est au deuxième plan par rapport au terrain. Et ça, c'est depuis. Alors tout le monde connaît Wallace, l'ami, le collaborateur ou le précurseur ou le collègue, disons, de Darwin, était très très anti-vaccin, lui, sur des arguments plutôt évolutionnistes et panspermistes. Un autre contemporain de Pasteur et ennemi de lui, c'était Béchamp. Alors Béchamp a développé une théorie qui s'appelait la théorie des microzymes, par laquelle il disait que les cellules étaient constituées de petites particules qui se transforment en agents infectieux. Donc en fait, les bactéries ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de nous-mêmes, par transformation de nos propres cellules. Et cette théorie est toujours présente sur Internet. Il y a des gens qui la défendent en 2019 en disant que Pasteur avait tort, mais c'était bien Béchamp qui avait raison. Voilà. Et puis l'argument qui malheureusement existe toujours, c'est l'idée que la maladie aussi est capable de réguler les populations, donc des théories qu'on pourrait appeler eugénistes d'une certaine façon. Paul Carton, un médecin du 19e, plutôt fin 19e et début 20e, a souvent développé que le mouvement antimicrobien, c'est-à-dire le mouvement qui soutient Pasteur avec les vaccins, etc., l'asepsie, s'oppose à la sélection naturelle.
Et Geoffroy, pardon, que vous connaissez sans doute, enfin, vous connaissez tous la Vie Claire, les boutiques de la Vie Claire. Le fondateur des boutiques de la Vie Claire, c'est Monsieur Geoffroy, qui était un ardent, on pourrait dire, eugéniste, ami d'Alexis Carrel, et qui disait que malheureusement, avec la vaccination et l'hygiène et les progrès de la médecine, la sélection naturelle ne nettoie plus l'espèce. Voilà. Donc ça, c'est Geoffroy. On considère que Geoffroy a eu un rôle assez important dans la fondation de la Ligue française contre la vaccination. Donc ça fait partie d'une mouvance dans laquelle aussi les époux Freinet, des écoles Freinet, c'est pas tellement connu, ont eu un rôle à jouer, pas mineur, mais pas négligeable. L'acte 4, c'est l'immunologie, donc la naissance de cette science qui n'est pas forcément seulement la science des vaccins, enfin, la vaccinologie, vraiment, c'est la science des vaccins. L'immunologie soutient la vaccinologie. Elles dialoguent de plus en plus ensemble, mais pendant longtemps, elles n'ont pas tant que ça travaillé ensemble. Donc, pour vous rappeler que cette discipline est née officiellement en 1913, qu'elle a donné 23 prix Nobel, dont le dernier sur les anticorps monoclonaux thérapeutiques. Donc là, je passe vite parce que c'est l'extension du domaine des vaccins, hein, jusqu'à 2015, le dernier essai fructueux contre le virus Ebola, avec une autorisation de mise sur le marché qui est en cours. Bon, ce que je voulais dire pour finir cette partie, c'est que le principe de la vaccination n'est plus une controverse scientifique. D'une part, elle a fait ses preuves pour montrer qu'on pourrait réduire à zéro l'incidence de certaines maladies. La variole, la polio, on y est presque. La rougeole, on pourrait y être. On n'y est pas. Elle évite à peu près 40 000 décès par an en France, 2 à 3 millions dans le monde. On sait que ça marche. Ce qui montre peut-être le plus que ça marche, c'est que quand on diminue la couverture vaccinale pour des raisons souvent de peur nationale, par exemple ici, la coqueluche en Angleterre et au Pays de Galles, dans les années 1980, il y a eu une polémique qui pensait que ce vaccin était à l'origine de maladies chez le bébé. Donc on a cessé de vacciner. Et bien comme on voit, le nombre de cas remonte immédiatement. Bon, c'est ce qui se passe avec la rougeole actuellement. Donc je trouve que la meilleure preuve, ce n'est pas de montrer une corrélation seulement parce que les courbes sont temporellement liées, c'est assez dangereux, mais de montrer que quand on baisse la couverture vaccinale, immédiatement, ça remonte, et que quand on remet la vaccination, ça diminue, quelque chose de dynamique est beaucoup plus probant que quelque chose de linéaire. On sait comment ça marche, je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler, j'ai pris seulement ce petit diagramme de l'INPES qui est très très bien fait pour comprendre comment fonctionne un vaccin. On sait aussi comment fonctionne un adjuvant, je ne ferai pas un cours d'immunologie. Ce qui est drôle, c'est de se persuader, enfin de constater que les scientifiques, les immunologistes ont compris comment fonctionnent les adjuvants à peu près dans les années 80, 90, au même moment où justement les adjuvants sont devenus l'ennemi public numéro 1 dans le public. Donc il y a comme une déconnexion, parce qu'en effet, il a fallu un siècle pour comprendre comment ça fonctionne, et encore on n'est pas sûr de tout comprendre, mais on comprend à peu près comment ça fonctionne, avec toutes les histoires de signaux danger, de PRR, de PMP, etc. Donc on a mieux compris depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années comment fonctionne l'adjuvant, mais c'est aussi depuis cette date que ces adjuvants sont le plus décriés dans le public. Donc ce n'est pas la vaccination qui est une controverse scientifique, mais la pratique est une controverse sociétale. Donc en fait, dans la pratique, j'inclus l'obligation. Le grand problème, ça va être l'obligation. L'État peut-il, et ça c'est un vrai débat, l'État peut-il nous obliger à nous soigner? Voilà, avec le principe de précaution que vous connaissez tous, mis en œuvre particulièrement maladroitement en 2009 avec H1N1. L'idée qu'il faut vraiment protéger un pourcentage très très important de la population pour arriver à protéger les plus faibles d'entre nous, qui justement sous-tend le principe de précaution pour un État. Dire aussi que tous les vaccins ne sont pas des vaccins altruistes, ça c'est quelque chose qui est qui est faux, c'est une contre-vérité. Le vaccin du tétanos est totalement égoïste. Le vaccin contre la tuberculose, en fait, n'est pas un vaccin contre la tuberculose, c'est un vaccin contre la maladie grave
C'est pas un vaccin qui va éviter la prolifération du bacille. Donc on ne peut pas dire que ce vaccin soit un vaccin altruiste. Il s'agit de vaccins égoïstes. Mais il ne faut pas non plus penser que ce ne sont pas des vaccins utiles. Se protéger soi-même, c'est pas mal aussi. À l'échelle de la population, si on protège tout le monde, on a gagné aussi. Donc il faut avoir un discours très très prudent là-dessus. Donc je vais continuer par balayer, mais très rapidement, la typologie des oppositions actuelles. Ces oppositions actuelles, en fait, elles sont encore de nature religieuse et morale, mais je dis tout de suite que c'est très très rare. C'est très très rare, mais c'est très violent quand ça arrive, jusqu'à pouvoir tuer éventuellement des vaccinateurs, comme ça a été observé au Pakistan. Plusieurs dizaines de morts depuis une dizaine d'années au Pakistan, d'agents d'ONG diverses et variées qui sont envoyés pour vacciner les enfants par voie orale, c'est ce qu'on fait avec du polio oral au Pakistan actuellement, et qui se font dézinguer par des petits groupes de talibans pour des histoires très très compliquées liées à l'assassinat de Ben Laden. Enfin, je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais c'est quelque chose d'assez étonnant. Il y avait une très intéressante enquête publiée en 2016 par cette école d'hygiène de Londres qui dit qu'on a très fort pourcentage d'incompatibilité entre vaccins et religion dans des pays où on ne l'attend pas forcément. En Mongolie, en Thaïlande, au Vietnam, des pays bouddhistes, religion qui n'a jamais mis en avant un quelconque sentiment anti-vaccin. Donc en fait, on peut peut-être l'interpréter en se disant que ces communautés utilisent la vaccination comme une sorte de revendication de liberté individuelle dans des pays où peut-être elle manque un peu. Il y a aussi sans doute une réaction tardive à des pays où on ne rigolait pas avec ça, hein, c'était des régimes très autoritaires. Et c'est quand même drôle de voir que le plus faible taux d'incompatibilité religieuse avec les vaccins est déclaré en Arabie Saoudite. Donc enfin, on ne peut pas dire que là c'est un pays où tout le monde est forcément musulman et tout le monde est forcément vacciné aussi. Donc vous voyez, même si vous voulez le pèlerinage à la Mecque vous oblige à vous vacciner contre la méningite. C'est un pays où vraiment on ne rigole pas du tout. Donc l'incompatibilité religieuse, elle n'est pas si facile que ça à comprendre. Donc des groupes restreints mais très actifs. On va retrouver par exemple aussi aux Pays-Bas actuellement ce qu'on appelle la Bible Belt, c'est-à-dire un endroit où on a des protestants réformés très très orthodoxes, et les foyers de cette orthodoxie correspondent exactement aux foyers de rougeole et aux foyers de non-vaccination contre la rougeole. Vous avez entendu dire très récemment que le maire de New York, Bill de Blasio, avait été obligé d'être un peu dirigiste parce que quelques communautés juives intégristes de Brooklyn colportaient des sentiments anti-vaccins très, très militants. Bon, ces revendications religieuses, en général, elles sont un peu complexes à comprendre, comme je l'ai dit, parce que ce sont peut-être des prétextes. Sans doute que en fait, les parents vont plutôt mettre en avant l'absentéisme scolaire. Si vous m'obligez à vacciner mes enfants, eh bien, je ne les mettrai plus à l'école. Donc c'est aussi le refuge de la liberté individuelle, de l'autorité des parents. Donc on leur impose la vaccination, ça passe très très mal. Donc je n'ai pas le temps, on pourra répondre à des questions plus tard, mais il y a malheureusement des cas en France de quelques foyers, alors à la fois d'intégristes catholiques, je ne sais même pas si on peut les appeler des intégristes, enfin Monseigneur Lefebvre, les fraternités Saint-Pédis, qui ont été à l'origine de ce qu'on appelle les patients zéro dans les dernières épidémies de rougeole. Donc en fait en 2008, les premiers cas de rougeole ont été constatés dans des écoles de la fraternité Saint-Pédis. Et en 2015, les premiers cas de rougeole, les patients zéro, venaient d'écoles Steiner. Donc deux endroits où on est clairement anti-vaccin pour des raisons, dans un cas chrétienne, enfin catholique, intégriste, et dans l'autre cas ésotérique. L'anthroposophie étant pour moi une sorte d'ésotérisme. Bon, arguments moraux, je passe vite. Il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. C'est sans doute comme
cicatrice du colonialisme. En Afrique, on a une forte présomption dans certains pays, un fort rejet de la vaccination parce que ce sont des mauvais souvenirs de la pratique coloniale. Donc en fait, la vaccination était imposée forcément de façon assez autoritaire, sous une forme de vaccin de masse. Et donc en fait, il y avait un peu l'idée que c'est un complot colonial qui veut tous nous stériliser pour nous éliminer. Et ça, c'est resté dans des pays où le colonialisme a laissé de fortes marques. Et il y a des soupçons de stérilisation qu'on va trouver tout le temps, qui ont même été relayés par la revue Nexus, qui est une revue française complotiste, qu'il faut aller voir une fois quand même pour comprendre certaines choses. Malheureusement, il faut l'acheter, mais c'est terrible cette revue-là. Donc elle relaye ça en particulier, qu'en Afrique, on stérilise les gens par des vaccins. Donc là-dessus, bien sûr, les SVT ne pourront pas intervenir. On est dans un problème proche de celui des thèses créationnistes. Mais surtout, il faut chercher les sources des croyances, il faut voir si ce n'est pas plutôt des prétextes. Et il faut peut-être se demander si la religion, ce n'est pas un espace de liberté individuelle dans un pays où on a une vaccination obligatoire qui frappe parce qu'elle est obligatoire. Donc pour tout ce qui est argument de nature, je vous donnerai seulement l'exemple des Simpsons avec la boum varicelle chickenpox, voilà, chickenpox party, où ça se fait beaucoup aux États-Unis de faire des petits anniversaires pour mettre en contact des enfants qui ont la varicelle avec des enfants qui ne l'ont jamais eu. Donc c'est vaccination directe comme avec la variole. Bon, des arguments, c'est totalement incroyable, mais ça se fait, quoi. Le lait maternel, le meilleur vaccin, ça c'est le professeur Joyeux qui a dit ça il y a 2 ans. Donc ça, je l'ai décrypté avec mes étudiants. Et ce n'était pas si simple que ça, même avec des étudiants de master, de leur faire comprendre pourquoi on ne peut pas dire que le lait est un vaccin. Les médecines douces, donc je ne vais pas faire le débat sur l'homéopathie. Soigner le mal par le mal, finalement, on n'est pas si loin du principe de la vaccination. Et pourtant, en général, les gens qui sont opposés à la vaccination sont plutôt pro-homéopathie. Et puis, je vais aller très très vite parce que tous les arguments scientifiques, on en reparlera, je pense. Mais je voulais... je n'ai pas le temps non plus de vous parler de M. Wakefield. La presse en a beaucoup parlé. M. Wakefield, malheureusement, a été un peu trop soutenu pas soutenu, mais relayé par Mme Rivasi. Vous savez sans doute aussi toute cette histoire-là. En tout cas, en cours de SVT, qu'est-ce qu'on va faire à propos de ces oppositions scientifiques? Eh bien, on va essayer déjà de les sourcer. On va essayer de réfléchir vraiment en termes biologiques, c'est-à-dire en termes de toxicité, en termes de dose, en termes d'effets physiologiques, pharmacologiques. En terminale, on peut faire ça. On ne va pas nier la complexité, parce qu'on a souvent parlé que l'immunologie, c'était une école de la complexité, mais on ne va pas nier la complexité, la nécessité de la vigilance. Et puis, il y a des fake news qui sont vraiment, ou des bobards qui sont vraiment très intéressants à démonter. En particulier, tout à l'heure, tu as parlé du sida. Eh bien, il y a une rumeur qui dit qu'en fait, le sida vient du vaccin polio. Il y a même un bouquin qui a été écrit là-dessus, en anglais, qui s'appelle The River, qui dit que finalement, le sida a été apporté par la vaccination polio dans les années 60 en Afrique. Voilà, donc j'ai quand même une petite conclusion que je dois vous dire. Je suis désolée, je n'ai pas bien calibré mon truc. Donc, on a une exception française, je l'ai dit au démarrage. Oui, quantitativement, on est les champions du monde. La conséquence, une des premières conséquences, c'est qu'on a beaucoup plus de cas de rougeole qu'on devrait en avoir. Pourtant, la France n'est pas moins éduquée en sciences que les pays comparables. Enfin, peut-être Robin pourra nous dire ça ce soir, mais il y a des statistiques qui montrent l'éducation générale en sciences. Elle n'est pas forcément extraordinaire en France, mais elle n'est pas si catastrophique que ça, au point d'expliquer tout ça. On sait aussi que les couches sociologiques les plus éduquées, y compris scientifiques et personnels de santé, sont très sceptiques. Il y a des médecins sceptiques, il y a des pharmaciens sceptiques, il y a des profs sceptiques, etc., etc. Donc ce qu'on pense, avec mon collègue qui est quand même beaucoup plus sciences humaines, histoire, politique, etc. que moi, que le rapport à l'État est énorme. C'est-à-dire qu'en France, on a une très très forte attente vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du service public. On a aussi des attentes déçues.
Parce que, certes, on nous oblige à nous vacciner, mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi, etc. Il n'y a pas de santé publique, il n'y a pas de santé scolaire, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on peut dénoncer. Mais il y a aussi une vigilance critique connue en France, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de mouvements d'extrême gauche, il y a beaucoup plus de syndicats, il y a beaucoup plus d'opposition à l'État, d'une certaine façon, critique vis-à-vis des autorités sanitaires, puisque quand on n'est pas content contre l'État, en fait, on n'est pas content contre les autorités sanitaires qui en dépendent. En France, il y a le poids des affaires, vous connaissez tous le Mediator, le sang contaminé, Tchernobyl, les prothèses, enfin bref, à des degrés divers. Donc il y a une perte de confiance avérée. Et moi, ce qui me choque, enfin ce qui me surprend toujours, c'est ce paradoxe français entre une très forte consommation de médicaments, y compris l'homéopathique, qui nous fait de nous aussi les champions du monde, puisqu'on est les premiers consommateurs d'antibiotiques, de neuroleptiques. Mais pourquoi ne voulons-vous pas des vaccins alors qu'on mange d'autres médicaments toute la journée et tout le temps, qu'on en demande à son médecin, etc. Donc est-ce que c'est le rôle de cette situation française d'obligation ancienne, d'obligation renforcée en 2018, qui est vécue comme une sorte de paternalisme peut-être par certains, voilà. Donc bien sûr, je termine en disant que la science n'est pas seul guide, et que si on veut comprendre vraiment ce qui se passe, c'est qu'il faut prendre en compte nos croyances, mais au sens très très large, c'est-à-dire nos valeurs qu'on considère comme sacrées. Ce que je crois devient ce que je pense finalement, parce que tout le monde dans cette salle a des croyances, et on ne peut pas penser qu'on a de la science pure. Et donc on a aussi des représentations du corps de l'individu, de la médecine, de la santé, de la science, tout ce qu'on a vu dans toutes ces craintes historiques, moi et les autres en société, comment on se débrouille entre nous pour faire ça. Donc finalement, la vaccination est un objet culturel complexe qui va faire qu'on cherche à comprendre des oppositions, qui va faire que le refus peut être interprété, je terminerai comme ça, comme le résultat d'une incompatibilité culturelle persistante, éventuellement changeante avec le moment historique, mais qui nous positionne par rapport au pouvoir et par rapport aux autres.